plonger dans le polar, on va plonger dans l'histoire aussi avec quelqu'un qui a mélangé un petit peu tous les genres dans la littérature française, c'est Henri Levenbruch. Bonjour Henri. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors sort chez XO Éditions L'Assassin de la rue Voltaire. C'est le 3e volet, je ne sais pas si c'est le dernier d'une trilogie. C'est pas le dernier, c'est pas le dernier. Donc ce sera pas une trilogie, voilà. J'ai perdu. J'en ferai au moins 6 ou 7, je pense. Ouais, okay. En fait, je vais continuer. Tant que je m'amuse, je continue. Le jour où je m'amuse plus, j'arrête. Mais la Révolution, elle est très longue. Et puis le héros, Gabriel Joly, il a 23 ans, je crois. Donc à la limite, il pourrait même vivre jusqu'à l'Empire. Ah ouais. Oui, et puis en plus, lui va passer à travers les fourches des révolutionnaires. Il ne va pas... il va passer à travers les gouttes et les fourches, oui, c'est vrai. Oui, oui. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut pas spoiler, peut-être qu'il va... Non. Parce que c'est une période très particulière aussi, celle de la Révolution dans laquelle vous plantez cette série, donc. Ça dézingue à tout va, quoi. Oui, c'est la période, une période extrêmement violente qu'on croit connaître très bien et en réalité qui est beaucoup plus complexe, comme toujours, hein, quand on se plonge plus spécifiquement sur n'importe quel... D'autant plus pour nous Belges, parce que ça fait pas partie de notre roman national. Ouais. C'est pas le genre de choses qu'on apprend dans nos cours d'histoire. On se concentre sur celle de 1830 chez nous. Ouais. Donc, ça a un côté peut-être encore plus exotique pour nous. Oui. Et pourtant, il y a beaucoup de Belges qui ont participé à la Révolution. Il y a aussi, il y a ma chère Thérouenne de Méricourt, qui est liégeoise et à qui je donne un grand rôle dans les 3 livres. Et puis, il faut oublier qu'on écrivait aussi beaucoup pour la Belgique. Par exemple, Desmoulins pensait au Brabant quand il écrivait ses textes révolutionnaire. Donc il y a quand même des liens très forts entre les deux, mais c'est sûr que c'est l'événement fondateur de la République moderne pour la France et qu'il est bien plus complexe qu'on le croit. Et donc je prends beaucoup de plaisir à moi-même en découvrir davantage, parce que pour en faire découvrir à mes lecteurs, il faut d'abord que moi j'en découvre davantage. C'est ça, parce qu'en fait il y a 2 trames quelque part dans le livre et dans les livres que vous consacrez à ce sujet. Il y a l'enquête policière et journalistique, hein, ça se mélange un peu. Et puis surtout, il y a la trame historique. Quelle est la part du vrai et de l'inventé là-dedans ? Alors la part historique, elle est vraie, évidemment. J'essaye d'être même le plus objectif possible. Quand on parle de Danton qui va être emmené... Je peux le dire ou pas, qui va être emmené, qui va avoir des soucis, j'en dis pas plus. Alors, Danton a réellement un jour fait scandale à la Comédie Française, comme je le raconte dans le début du roman, à l'occasion du refus de certains comédiens de jouer une pièce de Chénier qui était Charles IX. Et il y a vraiment une émeute qui s'en est suivie, enfin voilà. Mais je garde la part de la fiction dans les petites enquêtes policières que mène Gabriel Joly, où là, on est vraiment dans le polar, surtout dans ce tome-là, où on est même dans un huis clos à la Agatha Christie. C'est ça. Ouais. J'avais fait référence aux 10 petits nègres qui ne s'appellent plus comme ça. Ils étaient 10, chez vous, ils étaient 21. Donc, ils étaient 21. J'ai appelé même un chapitre. Il y a un chapitre qui s'appelle comme ça, exactement. J'avais très envie, ça faisait des années que je rêvais d'écrire la scène finale où l'enquêteur réunit tous les suspects dans une seule pièce, leur donne leur mobile potentiel à chacun d'entre eux, leurs alibis, confronte leurs témoignages, etc. Cette scène d'Hercule Poirot qui nous fait tous rire et rêver dans les romans d'Agatha Christie, j'avais très envie de l'écrire et j'ai découvert à quel point c'était difficile. C'est extrêmement difficile et j'ai toujours sous-estimé finalement Agatha Christie, parce que j'ai toujours pensé que c'était des romans un peu légers, faciles à écrire. Pas du tout, c'est très très compliqué à mettre en scène. Vous faites des plans alors ? Ah oui, là, il y a un aspect graphique pour vous, quoi, pour la création. Ah oui, sur ce genre de roman, il n'y a pas le choix. Il y a trop de complexité scénaristique, de rebondissements et de fils et de liens entre les personnages. Quand on a effectivement une vingtaine de suspects au départ, alors à la fin il n'en reste plus qu'une dizaine. Hein, mais dites pas tout. Mais quand on a une dizaine de suspects, il y a une trame extrêmement compliquée et sans plan, je pense que je m'en serais pas sorti. Je suis certain qu'Agatha Christie faisait des plans et des schémas très compliqués. Et ça m'a fait penser aussi quelque part un peu à un Cluedo. Oui, et c'est pas un hasard si j'ai mis les cartes du théâtre de la Comédie Française qui à l'époque était l'Odéon. C'est vrai que c'est très documenté et voilà, comme c'est un univers que peut-être on ne connaît pas, il y a toute une série de cartes et de documentation au début du livre. Mais en fait, la Comédie Française en 1789, enfin même depuis 1782, elle s'est installée dans un théâtre qui a été fabriqué pour elle, qui s'appelait le théâtre de la Comédie et qu'on appelle aujourd'hui le théâtre de l'Odéon, que la Comédie Française a quitté à la fin de la Révolution.
Et donc j'ai énormément travaillé sur ce théâtre. Je suis allé le visiter, j'ai travaillé avec son archiviste, mais j'avais quand même envie que les gens puissent vraiment jouer avec ce roman en se repérant sur les lieux. Donc j'ai remis les plans d'époque que j'ai un peu refait parce qu'ils avoir un peu vieilli. Ils ont vieilli, ouais. Mais c'est très drôle parce que du coup on peut suivre le meurtrier de pièce en pièce, on peut suivre les victimes et effectivement on joue presque au Cluedo en jouant. Alors un Cluedo avec beaucoup plus de pièces que le Cluedo quand même. Hein. Oui, et un peu plus. Et 3 étages. Ouais. Alors et c'est pas gore non plus, donc mais ça saigne. Hein, oui, ça saigne un petit. Le meurtrier. Alors on va pas dire pourquoi maintenant, mais il a une particularité, c'est que à chacune de ses victimes, il enlève un membre. Alors à qui une main, qui un pied, qui une langue, qui des choses que je ne peux pas dire à la radio. Voilà, donc il y a quand même un aspect un peu violent. C'est pas des meurtres. Je pense pas qu'Agatha Christie aurait fait ça. Elle, on est plus près de Maxime Chatham sur ce genre de meurtre. Mais en revanche, il y a jamais de description gore, je crois. Enfin, c'est pas bien. On imagine, c'est ça aussi le plaisir de la littérature et de la lecture, c'est de pouvoir imaginer. C'est la grande règle d'Alfred Hitchcock. Il y a rien qui te fait plus peur que ce qu'on ne montre pas. Exactement, que nos propres peurs en fait, voilà. Quelque part. Il y a aussi une espèce de super-héros avant la lettre là-dedans, le loup des Cordeliers. Ouais. C'est un personnage fictif ou bien il y a vraiment eu cette espèce de Batman de la Révolution? Moi, il me faisait penser à Batman avec sa cape noire et tout. Ouais, au tout début, d'ailleurs, quand j'ai présenté mon projet de roman à mon éditeur, je lui ai dit, écoute, c'est un genre de Batman pendant la Révolution française. C'est vrai, c'est un justicier qui est pas un super-héros, parce qu'il faut pas oublier que Batman n'est pas un super-héros. Batman n'a pas de pouvoir. Oui. Qui est un des rares à pas avoir de pouvoir. Et c'est un peu ça, c'est un justicier masqué qui, la nuit, se promène dans les rues de Paris et vient au secours des femmes. En tenant un loup en laisse. Donc il revient dans ce troisième épisode, même s'il revient sous des traits différents. Oui. Ça, je peux pas en dire plus parce que je vais gâcher le plaisir de lecture. Mais non, il a pas existé. C'est un personnage fictif. Encore une fois, j'avais envie de faire un peu un clin d'œil à la littérature populaire, au roman feuilleton du 19e. Et là, ça s'y prêtait bien parce que même dans un théâtre, on pense tout de suite au fantôme de l'opéra et à son masque. Alors, je dis souvent que le loup des Cordeliers était très avant-gardiste parce que en 1789, il portait déjà le masque. Oui, c'est vrai. Comme nous dans les. Oui, mais lui, il y avait aussi un meurtrier avec un masque contre la peste là, avec le long nez. Alors donc, celui-là, il est particulièrement terrible. Ouais. Donc ça, on y a échappé quand même jusqu'ici. Ça fait peur en plus visuellement. Et dans l'écriture aussi, il y a quelque chose de particulier parce que ça se passe donc dans un quartier bien précis où il y a du beau monde. Hein. Ça se passe à la Comédie Française, donc dans un théâtre. Mais l'écriture aussi, quelque part, est théâtrale et unité de temps, unité de lieu. Et beaucoup de dialogues. Absolument. Oui, évidemment, j'avais envie d'accompagner le décor par l'écriture, c'est-à-dire que ce roman est écrit un peu comme une pièce de théâtre. Rythmiquement, en tout cas, il est écrit autant le style de la phrase, lui, est plutôt dans celui du roman feuilleton du 19e, ou voilà, à la Paul Féval ou Alexandre Dumas. Même, je me suis amusé à faire un peu par moments des pastiches de cette littérature-là, mais sur l'aspect rythmique, on est vraiment dans le théâtre, avec 3 actes et une unité de lieu, une unité de temps. Ça s'imposait pour ce roman, ouais. Avec aussi une recherche, j'imagine, parce que vous ne l'utilisez sans doute pas aujourd'hui, sur le vocabulaire, certains gros mots, etc., certaines insultes, le vocabulaire imagé de l'époque. Oui, mais ça c'est super agréable à faire quand on travaille sur un roman, d'aller chercher les mots. Vous savez, moi j'ai une façon de travailler qui est un peu particulière. Enfin non, d'ailleurs on est plusieurs à faire ça, mais la conception d'un roman, pour moi, elle se divise en 2 parties. Il y a 6 mois où je prépare le roman très minutieusement, en faisant un plan très précis, en allant me documenter à droite à gauche, voilà. Et du coup, la deuxième partie, qui est celle de la rédaction, je n'ai plus rien d'autre à faire que de me soucier de la phrase. Ouais. C'est-à-dire que toute l'histoire est déjà écrite, les personnages sont déjà développés, Madoc est déjà là, tout est là, il n'y a plus qu'à écrire. Et du coup, ouais, mais du coup, ça me permet, et c'est un luxe, parce que au début, voilà, c'est une technique que j'ai mis un peu de temps à développer, mais ça me permet aujourd'hui, au moment de la rédaction, de n'avoir rien d'autre à faire que de penser au rythme de la phrase, des mots, à la sonorité. J'écris à voix haute, j'écris en me lisant. C'est-à-dire que chaque phrase que je tape, je la dis au moment où je la tape et je vois quand ça va pas. Et c'est un vrai régal, et encore plus quand
on écrit un roman qui se passe au XVIIIe siècle et où on s'amuse à mettre des mots, des insultes, des gros mots du XVIIIe siècle. Enfin, je m'éclate, quoi. Ouais, non, c'est parfois. Il y a un personnage aussi qui a un défaut de prononciation. C'est Desmoulins, qui est bègue, c'est ça. Il remplace les S par des F aussi. Alors non, ça c'est le S long du XVIIIe siècle. Ah voilà. Au XVIIIe siècle, le S, il y avait 2 S dans les caractères d'imprimerie. Le S qui ne se prononce pas, il était imprimé avec une lettre qui ressemble beaucoup à un F. D'accord. Voilà, on appelle ça le S long. C'est un peu comme le Scharfensess allemand, alors le double S allemand. Ça, je saurais pas vous le dire. Okay. Mais je veux bien vous croire. Vous voulez dire celui qui ressemble à un B, c'est ça? Oui. Voilà. Oui, si vous le dites. D'accord. Mais je crois, oui, ça doit être un peu ce même genre de choses, ouais. Ok. Vous avez un passé riche de différentes expériences, journaliste, musicien, chanteur. J'ai cru lire quelque part que vous avez même été le patron, le rédacteur en chef d'une revue de science-fiction. Ouais. Vous êtes dans la fantasy aussi, donc. Ouais. Barman, j'étais barman aussi. Ah, ça j'avais pas vu. Mais donc c'est toutes ces expériences se nourrissent les unes des autres. Comment est-ce qu'on passe de la science-fiction au polar? Ah, alors vous savez, moi je suis toujours passé d'un genre à l'autre et dans les deux sens. C'est-à-dire que je suis pas enfermé dans le polar aujourd'hui. Je me suis toujours méfié de l'enfermement. C'est-à-dire j'ai toujours peur j'ai pas du tout envie d'être catalogué dans un genre particulier parce que j'ai pas envie de m'y sentir enfermé. Donc j'ai fait du polar, du fantastique, de la littérature générale. J'ai fait Nous rêvions juste de liberté, qui était un roman de littérature blanche en fait. J'ai fait effectivement du polar, mais du roman historique. Enfin voilà, en plus, c'est pas vraiment une question que je me pose au moment de la conception du livre. C'est-à-dire que pour moi, le genre n'est qu'un outil qui accompagne l'idée première. Mais l'idée première, elle s'inscrit rarement dans un genre, pour moi. Moi, je dis souvent que ce qui, pour moi, fait la véritable nature d'un roman, c'est les personnages. Après, le genre, c'est annexe. Un peu comme un tableau, si vous voulez, moi, de savoir qu'il a été peint avec telle ou telle technique, à l'huile, ou est-ce que c'est la gouache ou des pastels. Je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est le tableau. C'est qui vous parle. Voilà. Enfin, et pour moi, dans un roman, ce qui m'intéresse, c'est les personnages et leurs interactions. Après, est-ce que ça se passe dans le futur, dans un roman de SF, dans le passé, dans un roman historique, ou dans un univers merveilleux en fantasy, ou chez les flics, dans un polar, je m'en fiche en fait. Du coup, vous lisez un peu de tout aussi? Oui. Et vous regardez un peu de tout? Oui. Ouais, je regarde de tout, je lis de tout. Alors, j'aime le genre, j'adore le genre, je lis beaucoup de polar, je lis du fantastique, etc. Mais certainement pas de manière exclusive. Il n'y a rien qui m'effraie plus d'ailleurs que l'enfermement aussi en tant que lecteur. C'est-à-dire, je pense qu'il faut être prêt à ne jamais refuser le plaisir qui peut venir de n'importe quelle littérature, de n'importe quel cinéma, de n'importe quelle musique, voilà. Bien. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à découvrir l'assassin de la rue Voltaire, surtout de savoir qui c'est. Alors vous savez, mais... C'est un peu ça le but, quoi. C'est paru chez XO Éditions, c'est Henri Levenbruck qui signe ça. Merci Henri. Merci à vous.